Bonjour, bonjour, on vous fait rentrer dans le webinaire. Ravi de vous retrouver. Allez, on fait rentrer tout le monde au fur et à mesure. Quelques secondes que tout le monde soit là et on va attendre aussi un petit peu les retardataires qui vont arriver. Mais d'abord, on va commencer par se présenter. Je m'appelle Anouk, je suis la fondatrice de Réseau.tech. Nous sommes un cabinet de recrutement et une agence de freelancing. Donc le sujet du jour, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur personnellement. Je vois beaucoup de freelances, notamment les trentenaires, à qui je demande s'ils ont prévoyance, mutuelle, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Et je me rends compte qu'ils n'ont rien pensé, qu'ils n'ont pas mis de choses spécifiques en place sur le sujet. Et aussi, je vois par contre des freelances cinquantenaires qui, eux, se posent beaucoup plus cette question-là, la question de leur santé, la question de qu'est-ce qui arrive s'ils ont des soucis ou des pépins de santé, quelle est la différence entre le salariat et le freelancing. Alors, le premier message qu'on voulait passer aujourd'hui, et vous allez voir Camille va pouvoir nous apporter son expertise sur le sujet, c'est de dire prévoyance mutuelle, en cas de difficulté, freelance, vous y avez droit, vous avez droit à une protection sociale. Pensez-y et vous allez voir qu'en fait, vous avez même un avantage. Vous allez pouvoir ajuster votre protection sociale par rapport à votre réel besoin, y compris ajuster le coût de celle-ci. Et ça, c'est une spécialiste qui va vous en parler plus que moi, Camille Junot. Camille, tu peux te présenter? Oui, merci Anouk. Bonjour, je m'appelle Camille et je travaille chez Prévi. Prévi, on est un cabinet de courtage et on est spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Donc, on aborde plusieurs sujets avec eux, mais les principaux, ça va être l'optimisation de la rémunération des dirigeants et donc la protection sociale des dirigeants et de leurs familles. Donc, on accompagne uniquement des dirigeants et leurs salariés. Donc, si on est sur des entreprises structurées avec des salariés, on est aussi en mesure de les accompagner pour mettre en place la protection sociale de leurs salariés. Mais donc, c'est vrai que le sujet du jour, on va vraiment s'attarder plutôt sur, les dirigeants, les freelances que vous êtes. Voilà, les solopreneurs, les personnes qui vendent leur cerveau, leurs prestations intellectuelles. Allez, on est parti. Du coup, on va commencer par des questions, hein, toujours le même principe. Je pose des questions, Camille répond, je donne quelques petits exemples. Vous pouvez également interagir dans la conversation et poser des questions. Vous ne voyez pas, mais vous avez Carla et Hugo à côté de moi qui nous interrompront et qui liront les questions. Allez, c'est parti. Premier sujet. Eh ben, la première question que j'ai pour toi, Camille, c'est tout bête hein, déjà. C'est qu'est-ce que c'est la protection sociale? On a fait des webinaires, un webinaire pas longtemps avec Number, hein, qui est une société sœur, je crois, de Prévi, qui était sur le choix du bon statut. Et à chaque fois qu'on parlait du statut, Emma disait, ce qui est important pour choisir le bon statut, c'est votre besoin de protection sociale. Donc la première question, mais qu'est-ce que c'est cette protection sociale du dirigeant? Quelle est la différence aussi avec un salarié? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Mmh. Oui, alors, petite définition pour commencer, comme ça, c'est vrai que ça permet de planter le décor. Donc la protection sociale, c'est un ensemble de mécanismes, de prévoyance qui permettent aux individus, donc là, on parle spécifiquement des dirigeants, mais aussi aux ménages, aux salariés, enfin, ça concerne, toute la population. Ça permet, ces mécanismes, de faire face, aux conséquences des risques sociaux et à une perte de salaire, finalement. Donc les risques sociaux, c'est quoi? C'est un décès, des maladies, d'être en invalidité suite à un accident. Donc voilà, la protection sociale, c'est comment est-ce qu'on aide les personnes face à ces risques-là pour faire en sorte qu'il n'ait pas de perte, en termes de rémunération, en termes voilà, de pouvoir d'achat. Quand on est salarié, on se pose pas trop la question. On est malade, on est payé par la sécu, on est malade longtemps et en fait, des fois même, on se rend pas du tout compte parce qu'en fait, c'est notre employeur qui continue de nous payer, mais en réalité, c'est pas vraiment notre employeur qui nous paye et on le voit pas quand on est salarié. C'est bien ça? En fait, ouais, c'est ça, parce que le système de la protection sociale, elle est basée sur, 2, fondements. On a dans un premier temps le régime obligatoire. Comme son nom l'indique, il s'applique à tout le monde et ensuite on a le régime des complémentaires et ce terme est des fois un petit peu un faux ami, comme on dit des fois, puisque le terme complémentaire, sous-entend des fois un peu le côté facultatif. Alors qu'une bonne protection sociale, en fait, fonctionne, sur ces 2 fondements. Il faut que les 2 soient bien ancrés et la différence entre un salarié et un dirigeant, c'est que le salarié, le régime complémentaire, il est obligatoire également, puisque l'employeur a l'obligation de souscrire à une mutuelle, une prévoyance pour son salarié. Alors que le dirigeant, lui, comme il n'a pas d'employeur au-dessus de lui pour faire peser cette obligation, bah, finalement, c'est à lui
de souscrire ce régime complémentaire pour s'assurer qu'il a une bonne protection complète. Voilà, c'est pas automatique en fait. Et c'est intéressant de s'en préoccuper, en tout cas de connaître, ce qui existe, surtout en cas de souci. Moi, je prends un exemple, mon mari, quand il a créé sa société, il a eu, quelques mois après, il a eu une grave déchirure, d'un muscle qui, l'empêchait de finir son showroom. Et heureusement, les mécanismes, il avait mis en place des mécanismes de protection sociale qui se sont déclenchés et qui lui ont permis, bah, de pouvoir, pour continuer à avoir des revenus, pouvoir, pallier, à cette difficulté-là et l'entreprise aussi à la sauver, en fait, hein. Donc ce sont des choses importantes. On va attaquer la slide suivante et on va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre un exemple concret. Je suis freelance, en cybersécurité, je fais une très jolie mission à Airbus. Tiens, on est à Toulouse, hein, on fait des avions, nous. Et hop, comme moi, vous avez des lunettes. Alors moi, j'ai des lunettes progressives, hein, ça coûte une blinde. J'ai besoin de changer mes lunettes. D'ailleurs, c'est le cas. Qui paye? Alors, bah, sur cet exemple des lunettes, en fait, comme tous les autres frais de santé, on va avoir, à la fois, le double mécanisme du régime obligatoire, donc une part qui est prise en charge par la sécu, par sécu souvent on appelle ça, la base sécu. Ce sont des termes peut-être qui vous font écho et ensuite on va avoir la mutuelle, mutuelle complémentaire qui va venir compléter la part de remboursement de la sécu. Donc quand on a besoin de changer ses lunettes, clairement, ceux qui ont peut-être un jour changé leurs lunettes sans avoir de mutuelle s'en souviennent peut-être, surtout s'ils avaient des verres progressifs. Mais voilà, il y a un reste à charge qui est très important, surtout sur des lunettes avec des verres complexes. Donc, c'est important d'avoir une mutuelle pour avoir un complément de remboursement et donc ne pas avoir à payer soi-même son changement de lunettes. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la mutuelle santé. Ça va être un contrat qui va venir compléter les remboursements du régime obligatoire. C'est le cas aussi quand vous allez chez le médecin, cas encore plus courant pour ceux qui n'ont pas de lunettes. Vous allez peut-être de temps en temps chez le médecin. Vous allez chez le médecin, vous avez une partie des honoraires du médecin qui sont remboursés par la Sécu et il y a une partie qui soit est remboursée par votre mutuelle si vous en avez une, soit du coup reste à votre charge. C'est le fameux et donc ce contrat-là de santé, la mutuelle santé, c'est vraiment un contrat de consommation. Vous consommez des frais de santé, du coup, on vous rembourse. Voilà et donc il Les y a freelances plusieurs ont types droit de à une garanties. mutuelle? Il y a des Tout à mutuelles fait. qui existent spécifiques pour eux, du coup? Alors non, c'est pas alors c'est spécifique en fonction de son statut social. Donc quand vous êtes, freelance, vous avez un régime, au niveau de votre statut social. Vous allez être soit dirigeant de SASU, donc ce qu'on appelle assimilé salarié d'un point de vue social. Si vous êtes, micro-entreprise ou entreprise individuelle ou gérant de EURL ou SARL, vous avez un statut de travailleur non salarié. Donc en fonction de votre statut social, ça vous ouvre des types de mutuelles, des types de contrats. Mais derrière, vous avez toujours le même fonctionnement. Une mutuelle, elle fonctionne de la même manière pour un salarié, pour un dirigeant, c'est que vous avez un tableau de garantie avec des bases de remboursement. Et donc, l'objectif, ça va être c'est peut-être pour faire référence à ce que disait Emma de Number, finalement, il faut savoir de quoi vous avez besoin. Bon, j'ai pas de lunettes, j'ai des dents qui vont parfaitement bien et je vais de temps en temps chez le médecin. Je vais peut-être pas avoir besoin de garantie XXL sur ma mutuelle et je vais peut-être plutôt m'orienter du coup vers un contrat entrée de gamme avec un niveau de remboursement qui est pas non plus mirobolant. Par contre, j'ai une famille, voilà, un mari, 3 enfants que je dois inclure sur ma mutuelle, bah, c'est possible déjà d'inclure sa famille sur son contrat de mutuelle quand on est dirigeant d'entreprise. C'est possible et ce sera à la charge de l'entreprise si on travaille bien ce contrat-là. C'est pas automatique, là, il faut être bien accompagné pour avoir un contrat qui est adapté à ses besoins. Et donc, du coup, vous pouvez faire passer toute votre famille sur votre contrat de mutuelle. Et là, bah, pour le coup, c'est peut-être pas vous qui avez besoin de lunettes, vous avez peut-être des enfants qui ont besoin d'orthodontie. Bah voilà, vous allez pouvoir adapter vos garanties en fonction des besoins des personnes qui sont à couvrir. Et c'est complètement le cas. Moi, je vois, c'est mon mari qui couvre toute la famille et les enfants. Et effectivement, j'ai fait réajuster en janvier, le contrat. On n'est pas comme un salarié et tributaire, en fait, du contrat qu'a pris l'entreprise, qui peut être inférieur à nos besoins ou même très cher, parce que mine de rien, on le paye quand même sur notre, bulletin de paye et qui nous surcouvre. Et là, j'ai pu, ajuster le contrat, les dents, les lunettes, l'hospitalisation, les options, effectivement, par rapport au niveau réel de la famille. Donc, très bon premier sujet, Voilà. on continue. On continue. Question suivante. Ah,
Ben voilà, je suis malade. Alors là, on a pris l'exemple, je suis malade 15 jours. J'ai une bonne pneumonie, ça m'est arrivé en étant salariée. Et j'ai été 15 jours complètement HS, hein, c'est-à-dire une incapacité totale de travailler. Hein, c'est en plus travail intellectuel avec des fièvres pendant 15 jours. Donc, si vous êtes freelance en prestation intellectuelle, vous ne pouvez pas aller chez le client, vous ne pouvez pas du tout exercer votre profession. Du coup, vous n'allez pas pouvoir facturer ces jours-là. Donc, je suis malade, vraiment malade, 15 jours. Comment je suis couvert? Alors là, on est sur le thème de la prévoyance. La prévoyance, c'est le système, c'est la partie de la protection sociale qui vient vous indemniser si vous êtes en arrêt de travail. Donc là, première manière de répondre à cette question, je suis malade 15 jours, vous avez le choix, vous déclenchez un arrêt de travail ou pas. Vous allez chez le médecin, vous avez un arrêt de travail. C'est comme un salarié, hein. Soit vous l'envoyez à la Sécu, soit vous êtes dirigeant, vous dites allez, je continue à travailler, mais comme l'a dit Anouk, parfois on a beau le vouloir, on est cloué au lit. Donc si vous êtes malade 15 jours, vous allez avoir un arrêt de travail de 15 jours. Là, vous allez avoir le régime obligatoire de la prévoyance qui va s'activer, qui va vous indemniser à partir du 4e jour d'arrêt. Donc ça, c'est pour tout le monde. Le régime obligatoire, il s'active à partir du 4e jour d'arrêt. Salariés, dirigeants, etc. L'indemnisation du régime obligatoire, on parle d'indemnité journalière. Et donc, l'indemnisation, elle est calculée et sur la base de vos anciennes rémunérations. Et pour ne pas rentrer dans trop de chiffres précis, on est sur 50% de votre salaire plafonné. Donc, même si vous avez voilà, des gros revenus, admettons, vous vous rémunérez 5, 6, 8 000 euros par mois, bon, bah, ça ne va pas être 50% de vos revenus parce que les indemnités journalières du régime obligatoire de la Sécu sont plafonnées. Donc, il faut se dire que le régime obligatoire, finalement, il vous couvre à hauteur de 50% de votre revenu. Maintenant, si vous avez prévu le coup et que vous avez une prévoyance, vous allez avoir la possibilité de compléter ce régime obligatoire. Et là, le système de la prévoyance va s'activer ou non, parce qu'il y a aussi un sujet de franchise. Donc là, le régime obligatoire, il y a toujours une franchise de 3 jours. Sur la prévoyance, la franchise va varier en fonction de vous, ce que vous avez demandé au démarrage de votre contrat. Donc c'est en ça aussi qu'il est adaptable. Peut-être que pour 15 jours, vous allez vous dire, bon, si pour un arrêt de 15 jours, je ne touche que 50% de mon salaire journalier, ça passe quand même. J'ai un peu d'argent de côté, etc. Ça peut le faire. Par contre, si je suis malade plus longtemps, ça ne sera peut-être pas vrai sur un arrêt de 30 jours, 60 jours. Donc, on le verra par la suite. Mais voilà, il faut se dire que le régime obligatoire, déjà, vous couvre. Et vous couvre tous, que vous soyez travailleur non salarié, donc dirigeant de SARL ou dirigeant de SASU. Vous avez une prévoyance du régime obligatoire. La condition, c'est qu'il faut avoir eu un revenu. Si vous ne vous rémunérez pas, comme on l'a dit, le régime obligatoire couvre sur la base des anciens revenus. Donc, il faut avoir activé une rémunération. Il faut cotiser finalement pour avoir le droit à ce régime obligatoire quand même. Si on est en SASU et qu'on se rémunère qu'en dividende, du coup, on n'a pas de couverture sociale. Non, ça va être la CMU en fait qu'il faudra activer. Très bien. Petite subtilité dont on avait parlé quand on a préparé ensemble ce webinaire. Tu m'as dit, on peut être en arrêt maladie, toucher les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais en tant que dirigeant, on peut aussi continuer de toucher notre rémunération habituelle. Oui, parce que en fait, si on active le système de prévoyance, vous allez faire en sorte de demander à votre couverture complémentaire de venir compléter à 100% votre revenu. Donc là, du coup, vous allez être indemnisé par 2 parties. Vous allez être indemnisé par le régime obligatoire à hauteur de 50% et la complémentaire qui va venir, comme son nom l'indique, compléter le remboursement du régime obligatoire. Oui, non, mais en termes de rémunération, si par exemple on se rémunère d'habitude tous les mois 2 000 €, on peut continuer de se rémunérer 2 000 €. On n'est pas obligé de déduire les indemnités. Ah oui, alors après, il faut que pendant ces 15 jours-là, il n'y ait pas d'activité, donc pas de salaire. Après, bon, comme sur un mois, il y a 30 jours, et que c'est vous qui faites votre salaire en tant que dirigeant, si vous voulez décider d'une hausse de rémunération, finalement, en termes de taux journalier, si on ramène aux jours travaillés, il y en aura moins, mais si vous voulez quand même maintenir votre revenu, c'est comme si vous aviez eu une hausse de votre taux journalier. Donc oui, parce que là, on n'est pas sur un mois total. Donc, on peut avoir cette petite effectivement, astuce. Très bien, très bien. Après, on a pris l'autre cas, le cas suivant, je crois que c'était la maladie, on est un malade un petit peu plus longtemps. Alors voilà, j'ai eu un accident domestique, un accident au ski.
et je ne pourrais pas travailler pendant 6 mois. Allez, je me suis fait les ligaments croisés et dans mon métier, bah, oui, il faut que je marche. J'ai pas que métier intellectuel et donc pendant 6 mois, je ne peux plus travailler. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On n'est pas dans le même cas que tout à l'heure, c'est ça? Alors, on est dans un cas similaire dans le sens où on est sur un arrêt de travail. Par contre, on n'est pas sur la même durée et on n'est pas non plus sur la même cause. Là, on parle d'accident, alors qu'avant, on parlait de maladie. Donc, la prévoyance, elle s'active. Il y a 3 cas d'arrêt de travail. Il y a la maladie, l'accident et l'hospitalisation. Et donc, quand on est dans une de ces 3 raisons, enfin voilà, on a l'arrêt de travail qui débute. Ici, ça va être hyper important d'avoir une prévoyance parce que déjà la durée, elle est de 6 mois. Donc, 50 de son ancien revenu sur 6 mois, on n'est plus comme sur, 15 jours, quoi. Là, il y a un moment donné, ça va être un peu plus dur de faire face seul. Donc là, on va avoir besoin de la prévoyance complémentaire. C'est vraiment la prévoyance complémentaire, il faut retenir que c'est dans ces cas-là, en fait, c'est pour ces cas-là qu'on la souscrit. La grippe Mmh. saisonnière, voilà, la maladie d'une dizaine de jours, voilà, si on n'a pas d'indemnisation de la part de la prévoyance complémentaire, c'est pas ça qui va vraiment nous mettre en difficulté personnellement. Par contre, sur des longs arrêts, sur derrière des cas d'invalidité, donc quand l'arrêt de travail se transforme derrière parce que vous perdez peut-être, ben là on parle des ligaments, derrière finalement vous avez une jambe que vous retrouverez jamais un usage normal, vous allez potentiellement avoir un taux d'invalidité qui sera décrété par un docteur. Potentiellement pas la capacité de reprendre votre travail comme avant. Donc c'est pour ces sujets-là que la prévoyance complémentaire s'active et le but de la prévoyance complémentaire, c'est de maintenir un revenu. Donc à la souscription, vous déclarez le revenu que vous souhaitez couvrir et donc la Mmh. prévoyance vient garantir ce revenu Donc on sans peut ajuster limitation de sa durée. prévoyance, comme tout à l'heure pour la mutuelle, on peut choisir le montant. On n'est pas tributaire de celle que notre employeur a souscrite quand on était salarié. Là, on peut choisir, le montant qu'on va toucher, en fait. Oui, oui, c'est ça. Donc il faut vraiment que l'étude en amont soit bien faite pour, vraiment se dire: «OK, de quoi j'ai besoin moi en perso, Mmh. pour, vivre, pour continuer à payer mes traites et cetera, si je suis en arrêt sur une longue durée». Ce qu'il faut retenir aussi une chose, c'est que le régime obligatoire, j'ai parlé, des 50 d'indemnisation, mais aussi il y a une limite dans le temps. Le régime obligatoire ne n'indemnise que pendant 1 an. Donc si Mmh. vous avez un arrêt de travail qui dépasse 1 an, à partir de 1 an, le régime obligatoire, il y a plus rien. Donc là, la prévoyance complémentaire prend le relais à 100. Donc là, c'est votre contrat complémentaire qui vous maintient à 100 de 0 à 2 500 par mois par exemple, qui vous maintiendra ce 2 500 € par mois, qu'il prendra à sa charge lui-même. Donc après OK. là, on parle de subtilité de garantie. Mmh. Est-ce que, j'active, ma prévoyance à partir, du 4e jour d'arrêt, à partir du 1er jour, à partir du 15e jour? Tout ça, ce sont des curseurs qui vont aussi faire évoluer, et faire varier la cotisation de votre contrat complémentaire. Mais retenez aussi que la cotisation du contrat complémentaire, ça va être pris en charge par votre entreprise et ça sera déductible sur votre entreprise. Donc c'est une protection que vous, améliorez qui reste à la charge de votre entreprise. Mmh. Je prends un exemple, mon mari, il a un travail où il y a, comment dire? Qui est beaucoup plus physique et lui, il a effectivement une prévoyance qui se déclenche au bout de 30 jours. Tandis que moi qui ai un travail, moi c'est un travail plutôt intellectuel, c'est vrai que je suis moins gênée en fait. Moi voilà, moi je me casse une jambe pendant 6 mois, je suis moins gênée et moi j'ai une prévoyance qui se déclenche beaucoup plus tard, mais qui du coup coûte aussi beaucoup moins cher. C'est ça, exactement. Voilà. Le tout, c'est de bien savoir, bah, ce dont on a besoin et puis de voir vraiment l'incidence sur le coût, hein, parce que des fois, on Mmh. peut penser que ça va faire exploser la cotisation, d'abaisser les franchises et en fait, pas forcément. Donc c'est important aussi de faire des devis, de comparer, de faire des études pour trouver la solution la plus adaptée. Oui et souvent aussi ce que je voyais, c'était que les je voyais des auto-entrepreneurs, par exemple, qui n'avaient absolument aucune couverture, ni mutuelle, ni prévoyance, qui me disaient: «Ouais, mais je suis jeune». Mais en fait, l'accident, la maladie, OK, avec la jeunesse, on a quand même moins de risques. Mais, l'accident, voilà, je lui dis: «Tu fais du ski, tu fais du surf, tu fais quelles sont les activités que tu fais?» Il me dit: «Les activités qu'il fait». Je lui dis: «Mais tu risques l'accident». Voilà, tu risques d'être totalement immobilisé et si, la mission sur laquelle tu es n'est pas compatible à 100 en remote, hein, ce qui est quand même souvent le cas, il y a des moi, je suis dans le monde de l'électronique, il y a souvent des machines, hein, qu'il faut utiliser, physiquement, sur le site client et ben, là, il peut plus du tout travailler. Donc là, la situation peut devenir très grave.
pour lui, pour ses traites, pour ses obligations, pour son crédit, pour sa maison, pour sa famille, quoi. Okay. Voilà, c'est ça. Retenez que la prévoyance complémentaire, elle est vraiment là pour le risque lourd. Vraiment, c'est vraiment ça qu'on vient chercher et qu'on vient améliorer en termes de protection sociale. On ne vient pas améliorer des indemnités journalières pour 10 jours de grippe. On vient garantir une protection quand le régime obligatoire est absent, donc après 1 an d'arrêt, pour des invalidités aussi, parce que le régime obligatoire, quand même, les rentes invalidités sont très, très faibles. Donc c'est vraiment sur ces risques-là de vie qui ne sont pas exceptionnels. Je pense qu'on connaît tous dans notre entourage quelqu'un à qui c'est arrivé. Hein, c'est coup de pas de bol. Hein, c'est pas, bien sûr, on peut avoir statistiquement plus de chances d'avoir un accident si on fait du ski en compétition, c'est clair. Mais je fais du vélo à Toulouse, voilà, c'est risqué déjà. Donc, attends, je connais quelqu'un qui a fait du vélo à la campagne et un sanglier lui est rentré dedans. Voilà. Donc voilà, c'est pas une question d'avoir une vie risquée ou pas, c'est une question de c'est comme ça. Et en plus, je vais faire référence à ce qu'on disait au début. Pour le coup, les salariés ont tous une prévoyance complémentaire parce que leur employeur a l'obligation de souscrire à cette prévoyance complémentaire pour ses salariés. Donc en fait, l'anomalie, c'est le dirigeant qui n'a pas de prévoyance complémentaire, vu que ça a carrément été rendu obligatoire pour les salariés. Et aujourd'hui, une petite statistique, c'est 1 indépendant sur 2 qui n'a pas de prévoyance complémentaire. Donc c'est énorme. C'est énorme et ça peut coûter cher. Ouais, et ça peut coûter cher. Sujet suivant, encore moins gai, hein, là. Ouais, Voilà, bon, demain je petit... suis plus là. Le sanglier m'a fracassé le vélo, je suis tombée dans le fossé, je suis passée sous un camion. Voilà, voilà. Que se passe-t-il pour mes proches? Voilà, parce que moi je suis freelance indépendant, mais j'ai une compagne ou un compagnon, j'ai des enfants et j'étais quand même un des piliers du foyer en termes de rémunération. Que se passe-t-il pour eux? Eh ben, dans un contrat de prévoyance complémentaire, il y a un capital d'essai. Donc, il y a un capital d'essai aussi avec le régime obligatoire, mais encore une fois, qui est très, très faible, hein, autour de 9 000 €. Donc, une fois que vous avez payé les obsèques, voilà. Donc là, le contrat complémentaire vient apporter un capital d'essai. Donc, c'est un capital qui va être versé aux héritiers, enfin, voilà, à la famille, pour venir, je mets des gros guillemets, remplacer, mais c'est pas vraiment le sujet, pour apporter, voilà, un soutien financier, à la perte du proche. Donc, là, le capital d'essai, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire varier. Il y a des fois des personnes qui, je reprends l'exemple peut-être d'un jeune freelance qui a 25-30 ans. C'est pas forcément un sujet sur lequel il a certainement raison. Enfin voilà, il n'a pas d'enfant, il est peut-être célibataire, enfin voilà. Donc il va pas avoir vraiment un intérêt à avoir des gros capitaux d'essai. Donc là, c'est un curseur qu'on va pouvoir minorer. Et du coup, ça aura un enjeu derrière sur le montant de la cotisation. Donc, c'est des curseurs qu'on fait évoluer en fonction des différents thèmes de la prévoyance. Voilà. Par contre, l'exemple que tu donnais à nous, que j'ai des enfants, j'ai une famille, bah là, on peut mettre des gros capitaux d'essai, on peut mettre une rente conjointe, on peut mettre des rentes éducation pour les enfants. Voilà, pour que derrière, il y ait une mensualité qui soit versée aux enfants tant qu'ils sont dans un parcours d'études. Donc voilà, on peut vraiment avoir une réflexion autour de la famille et de la protection de sa famille en cas de disparition. Et là, je vais dire quelque chose qui à moi me tient à cœur, hein, c'est que moi, ces rentes éducation, personnellement, m'ont sauvé la vie. Mais moi, je suis orpheline. Mes 2 parents avaient des prévoyances et c'était pas les mêmes contrats. Il y avait une rente éducation jusqu'à mes 21 ans, tant que je faisais des études, et l'autre jusqu'à mes 25 ans, tant que je faisais des études. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire des études d'ingénieur, parce que ça coûte quand même très cher, hein, des études. J'ai pu faire des études longues et ne pas rentrer tout de suite dans la vie active. J'ai même fait un doctorat. Et parce que j'avais cet accompagnement financier qui m'était garanti, qui m'a donné cette liberté de faire ça. J'aurais été à la DAS sans argent, je n'aurais pas fait les études que j'ai faites et je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Voilà. Pour ça, je disais que c'était un sujet qui me tenait à cœur et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. C'est un accident est vite arrivé, malheureusement. Question suivante. Question suivante. Ah, ben voilà. Alors, on n'est plus dans les manifestations de la retraite, mais avec les actualités, on recommence à en parler. Est-ce qu'on va changer l'âge de la retraite ou pas? Bon, alors, à quoi m'attendre pour la retraite? C'est un des sujets très importants et qui je discute souvent quand des ingénieurs veulent s'installer freelance.
surtout selon l'âge qu'ils ont. Il y en a qui me Mmh. disent des fois: «Moi j'ai 58 ans, moi ma retraite quelque part je l'ai faite, j'ai pas beaucoup d'intérêt à cotiser». D'autres qui ont, 30 ans et qui s'en préoccupent pas et j'ai aussi d'autres cas, je connais quelqu'un qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, très longtemps, elle a travaillé près de 15 ans et cette personne-là, à 72 ans, travaille encore parce qu'en fait, il a pas de retraite. Mmh. Il n'a pas encore atteint la cotisation obligatoire en France. On peut racheter des trimestres, mais on ne peut pas en racheter non plus. On ne peut pas racheter 15 ans. Et quand il est à l'étranger, il n'a pas cotisé. Mmh. Voilà. Donc, quoi qu'on m'attendre pour la retraite selon mon statut, selon c'est quoi qu'il faut regarder? Ouais, alors, en règle générale, déjà, la retraite, bon, c'est un acquis. On peut y croire, pas y croire, mais elle est là. Aujourd'hui, il y a une retraite et il y a une retraite pour tout le monde. Les indépendants cotisent à la retraite. Vous aurez une pension de retraite. Après, savoir comment elle sera calculée, quel niveau, etc., bah ça, étant donné qu'il y a une réforme en moyenne tous les 6-7 ans et peut-être que ça va Mmh. s'accélérer, on n'a pas de boule de cristal. On peut parler de la retraite à aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, on perd 60 de son revenu quand on est à la retraite, quand on est travailleur non salarié. Et on est plutôt de l'ordre de 50 quand on est assimilé salarié, donc dirigeant de SASU. Ouais, quelques petites légères différences, mais c'est pas non plus un énorme écart. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'on perd du revenu quand on est à la retraite. Après, en fonction de l'âge que l'on a et de la carrière que l'on a eue, il peut y avoir effectivement une stratégie à adopter si on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un sujet à regarder de près et vraiment à traiter au cas par cas. Il y a un sujet de nombre de trimestres à valider. Donc, vous validez des trimestres en fonction des années, enfin, c'est des trimestres, hein, mais par année, vous avez 4 trimestres. Pour valider un trimestre, retenez qu'il faut vous payer 8 000 € net par an. C'est un peu moins, mais comme ça vous fait un chiffre rond. Donc 8 000 € net par an, vous validez les 4 trimestres. Maintenant, vous les validez avec un salaire de 8 000 €. Donc derrière, pour le calcul de la pension, ça peut être un handicap. La retraite, elle est calculée sur la moyenne des 25 meilleures années. Donc c'est quand même assez long sur une carrière, les 25 meilleures. Donc on peut faire peut-être quelques années à vide, quelques années à 8 000 € si on a une stratégie plutôt de gain de trimestre. Mais à un moment donné, il y a quand même un sujet de dire: «OK, j'ai quand même envie de cotiser pour une pension de retraite, donc réfléchissons au salaire aussi en fonction de la pension que ça va me donner». Donc voilà un petit peu pour les basiques et pour les quelques chiffres. Après ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'en moyenne à la retraite aujourd'hui, on est sur une durée de vie d'à peu près 25 ans. Donc en moyenne, en France, on vit 25 ans, une fois qu'on est à la retraite. Donc c'est encore un petit peu long. Donc c'est aussi, bon, bah, comment est-ce qu'on fait, pour vivre pendant ces 25 années qui ne sont pas 25 années de voyages exotiques? Peut-être qu'au début de sa retraite, on fait ce qu'on n'a pas pu faire pendant toute sa vie, on voyage, on fait, voilà, nos folies, qu'on n'a pas pu faire. Mais après très vite, c'est, les trucs un peu moins cool de la retraite, hein, la dépendance, la maison de retraite, la maladie, tout ça. Qui coûte aussi un petit peu d'argent. Donc, vous avez une retraite de la part du régime obligatoire. L'âge légal de départ à la retraite, je pense que tout le monde l'a bien en tête, aujourd'hui, c'est 64 ans. Et il faut atteindre 172 trimestres pour avoir sa retraite à taux plein. Voilà. Mais on peut partir avant d'avoir les 172 trimestres si on a eu les 64 ans. Par contre, on aura ce qu'on appelle une décote. Donc, le calcul de la pension sera impacté à la baisse. Peut-être le cas de ta personne qui a travaillé aux États-Unis. Si vous avez travaillé à l'étranger, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que ça m'arrive aussi assez souvent. Sachez qu'il peut y avoir des conventions entre pays, des conventions bipartites et donc c'est possible, s'il y a des accords entre pays, de récupérer les années d'activité que vous avez faites à l'étranger. Ah, c'est Voilà. bon à savoir. Ça C'est concerne bon à surtout les savoir. pays européens. Mais voilà, vous avez travaillé en Italie, en Espagne, mais en fait, il y a des accords, qui vont faire que vous allez récupérer vos trimestres. Donc du coup, c'est pas des années pour rien en termes de durée de cotisation. On avait une autre question sur la retraite, je crois qu'on allait plus loin sur le sujet. Oui. Voilà. Tu as parlé là du régime obligatoire et quand on a préparé ce webinaire, tu m'as dit qu'il y a plein d'autres dispositifs qui peuvent permettre de compléter la retraite, un peu comme tout à l'heure, on peut faire quelque chose à la carte et s'en occuper soi-même. Quels sont-ils? Alors, les dispositifs pour compléter la retraite, en fait, finalement, on parle de quoi? On parle de compléter un revenu futur
Donc ça veut dire, tout simplement le réflexe de mettre de l'argent de côté. Donc là, peut-être qu'on a tous, un livret, une épargne, en son nom, peut-être qu'on a, une assurance vie. Bah, finalement ça, si on s'est ouvert ça en se disant: «Ce sera pour ma retraite», c'est une première préparation de la retraite. Hem, Aujourd'hui, il existe des dispositifs spécifiques pour la retraite, qui sont les plans d'épargne retraite, comme son nom l'indique, qui sont disponibles pour, tout le monde, donc salariés, dirigeants. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les dirigeants. Donc vous pouvez ouvrir un PER en tant que dirigeant, et derrière, l'avantage, en fait, sur le PER quand on est dirigeant, c'est que vous avez un levier fiscal qui est intéressant, au niveau de votre entreprise. Parce que vous allez pouvoir faire des versements sur cette épargne depuis le compte pro. Et les versements que vous faites sur votre PER sont déductibles à l'impôt sur les sociétés quand vous êtes dirigeant de EURL, quand vous êtes travailleur non salarié. Donc ça, c'est un dispositif, un levier fiscal qui est réservé aux travailleurs non salariés. Les dirigeants de SASU, les assimilés salariés, peuvent aussi ouvrir un PER. Il n'y aura pas exactement les mêmes conditions, les mêmes leviers fiscaux, mais il y aura toujours ce cadre avantageux. Je ne vais pas rentrer dans la technicité des PER, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura toujours un cadre avantageux pour préparer votre retraite en tant que dirigeant. En fait, la logique, c'est de se dire que de toute manière, tout le monde sait que le régime par répartition tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui doit supporter 100 des pensions de retraite, ce ne sera pas possible. Et si on prend l'exemple, de pays scandinaves qui ne sont pas des pays qui sont réputés pour avoir un système social, trop mauvais, si on les prend souvent comme exemple, c'est des systèmes où la préparation de la retraite se fait à 50 par un régime par répartition, 50 par un régime par capitalisation. Donc en fait, on a un peu tendance en France, parce qu'on est un peu latin, à opposer les choses. On aime bien dire: «Bah non, moi je prépare ma retraite en faisant de l'immobilier, je ne veux pas faire de PER». Mais en fait, tout ça, c'est complémentaire. Et pour la retraite, si on parle des régimes, le régime de répartition est complémentaire avec un régime de capitalisation. Il faut voir les complémentarités plutôt que les oppositions. Donc le PER, c'est clairement un dispositif par capitalisation pour préparer votre retraite. L'argent que vous mettez sur le PER est bloqué jusqu'à votre départ à la retraite. Il y a des cas de déblocage anticipé, mais c'est décès du conjoint, achat de résidence principale. Mais on voit bien que dans la logique du dispositif, c'est vraiment un but de préparation à la retraite. Et donc, souvent, on me dit: «Ah, il est bloqué jusqu'à la retraite, c'est embêtant si j'en ai besoin». Si vous en avez besoin, il y a d'autres leviers. On peut ouvrir une assurance vie, enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. Mais moi, je vois aussi, la chose comme un avantage. C'est bloqué jusqu'à la retraite, bah, c'est aussi un avantage finalement. Vous ne pourrez pas utiliser cet argent-là pour d'autres choses, donc vous aurez ce capital-là qui sera disponible pour votre retraite. Et petite parenthèse, le PER, vous pouvez le débloquer, comme je viens de le dire, sous forme de capital, mais aussi sous forme de rente. Et vous pouvez mixer du capital et de la rente. Ça se décide au moment où vous êtes à la retraite, pas au moment où vous ouvrez le PER. Et donc Une voilà, question que j'ai, sur le PER, l'argent que l'on verse dessus, il y a aussi un système de versement en cas de décès, non? Il y a aussi quelque chose comme ça? L'argent n'est pas alors, perdu, quoi? si on décède avant d'être à la retraite, le montant du capital va aux héritiers. Tout Voilà, à fait. donc l'argent, tout ce qu'on a cotisé une partie de notre vie, et on meurt à 63 ans et demi, bah, c'est pas perdu, on n'a pas cotisé pour rien, quoi. Exactement, Mmh. c'est ça. Et après, il y a plein de choses. Enfin, le PER, on peut passer un grand moment à parler, notamment au moment du dénouement du contrat, quand on est à la retraite, pour savoir comment on veut toucher l'argent. C'est vraiment, on peut faire beaucoup de choses. C'est pas juste un capital ou juste une rente. On peut vraiment adapter, faire des rentes conjoints. Si on pense décéder avant son conjoint, on peut mettre plein de choses en place pour vraiment faire ça avec une stratégie, quoi, et de manière intelligente. Euh, et donc, le dispositif, c'est vraiment de se dire, vous avez un temps, alors qui est plus ou moins long. Quand vous créez votre boîte et que vous avez 30-35 ans, la retraite, ça peut vous paraître long, mais en fait, tout Mmh. ce temps que vous avez devant vous, vous pouvez le mettre à profit en faisant des versements qui seront peut-être anodins. 100-150 € par mois, vous ne les verrez pas passer. Et bien, tout ça, ce sera disponible pour votre retraite. Et c'est une épargne qui est investie. Donc, le PER, c'est un placement qui est ensuite investi sur les marchés financiers. Donc, derrière, il y a un rendement. On met 100-150 € par mois pour derrière aller chercher du rendement et donc aller chercher un gain supplémentaire. Il y a,
si je ne me trompe pas, sur notre feuille d'impôt, il y a des sommes hein, autour du PER et il y a des leviers fiscaux au niveau du PER. Oui, tout à fait. Il y a un levier fiscal au niveau de l'entreprise, je l'ai évoqué tout à l'heure, les versements quand vous êtes en SARL, EURL ou entreprise individuelle. Quand vous faites des versements sur le PER, c'est déduit au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc, si vous Oh, cherchez un petit levier pour faire baisser votre impôt sur les sociétés, bah, ouvrez un PER. Hein, vous avez la possibilité. Alors, il y a un plafond. Hein, on ne peut pas mettre 50 000 euros par an sur son PER. On peut, mais on ne pourra pas autant déduire à l'IS. Mais voilà, ça fait déjà, vous avez, pour info, un plafond à aujourd'hui de 4 600 euros par an si votre rémunération ne dépasse pas le plafond annuel de sécurité sociale. Si votre rémunération est plus élevée que le plafond annuel, 46 000 euros à peu près, bah, vous pouvez mettre plus. Petite parenthèse pour le fonctionnement. Ensuite, le levier fiscal qui existe à l'impôt sur le revenu, donc quand vous faites un PER en tant que particulier, c'est que tout l'argent que vous mettez sur votre PER, vous allez pouvoir en retirer une déduction d'impôt sur le revenu, qui est calculée en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Donc, si vous êtes à la tranche à 30% et que vous avez mis 1 000 euros cette année sur votre PER, vous aurez 300 euros de déduction d'impôt. Votre tranche marginale de 30%, appliquée au versement annuel que vous avez fait, 1 000 euros, on en retire un montant de 300 euros de déduction d'impôt à l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc vous pouvez faire, l'un et l'autre, que l'un parce que vous ne payez pas, d'impôt sur le revenu. Enfin voilà, il y aura un levier fiscal, quoi qu'il arrive. très bien, très bien. Voilà. Question suivante. Donc, faut aller se renseigner, il faut regarder aussi sa situation. Et alors, j'ai entendu à plusieurs reprises, hein, c'est pour ça qu'on va terminer un peu sur ce sujet, que tu dis que selon le statut qu'on a, donc on a les deux grands statuts qui s'opposent. On a pris SASU et URL, on a pris des solopreneurs hein, comme exemple, freelance. Il y a des différences au niveau mutuel, prévoyance, retraite. Ces deux statuts ont des différences en termes de protection sociale. Oui, alors, voilà, vous êtes en fait sur 2 statuts juridiques. Le sujet principal quand on choisit son statut juridique, tu faisais référence au début à Number qui abordait le sujet comme ça. Effectivement, il faut se questionner sur son statut social et comment est-ce qu'on va être protégé dans l'un ou dans l'autre en fonction du régime obligatoire de l'un et de l'autre. Donc, vous avez un statut social différent et du coup un fonctionnement de votre protection sociale qui est différente et un accès à des contrats qui sont différents. Du coup, j'ai préparé un petit tableau Une petite slide, juste voilà, après. des Pour chiffres. résumer, je ne vais pas dans le détail, mais c'est déjà pour avoir vraiment des réflexes en tête. Donc, votre statut dans l'entreprise, quand vous êtes SASU, vous êtes président ou directeur général, ou les deux, si vous êtes seul, hein, vous êtes souvent un PDG. Voilà. Quand vous êtes en EURL, vous êtes gérant ou gérante. Votre statut social qui en découle, je l'ai cité à plusieurs reprises. En tant que dirigeant de SAS ou SASU, vous êtes assimilé salarié. En EURL, vous êtes travailleur non salarié. Donc là, on voit la différence. Hein. Il y en a un, c'est assimilé salarié, l'autre, travailleur non salarié. Donc là, on comprend Mmh. qu'il y a une réelle différence. La réelle différence, c'est que vous n'êtes pas sur les mêmes branches de régime obligatoire. Peut-être que vous vous souvenez un peu des débats pendant les réformes des retraites, on parlait de régime spécifique, qu'il y avait plein de caisses. Bah voilà, en fait, on est dedans. Il y a des caisses différentes qui s'activent en fonction de votre statut social. Donc, la principale caisse qui est différente, c'est la caisse de retraite. Quand vous cotisez à la retraite en tant que SASU, vous cotisez à la retraite des cadres, donc à l'Agirc-Arrco, voilà, qui protège bien les cadres qui sont aujourd'hui à la retraite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on paye les cadres Mmh. qui sont à la retraite actuellement, on ne cotise pas pour sa propre retraite. Donc c'est voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on dit la retraite des cadres, ah c'est top, il faut que je sois en SASU, bah peut-être si on a 55, 60 ans et encore ça s'étudie, mais si on a 25-30 ans, franchement, qui peut, dire ce que sera la retraite des cadres, dans 30 ans? Personne. Hem, Quand on est en EURL, la caisse de retraite, c'est la sécurité sociale des indépendants. Le taux de cotisation sociale obligatoire, donc là, c'est tout sujet de protection sociale confondu, la retraite, la prévoyance, la sécu. On est sur une SASU à peu près 80 du net. En URL, on est à 45 du net. Donc la principale différence, hein, c'est pour ça que je n'ai mis que celle-ci dans le tableau, c'est la retraite. Au niveau des indemnités journalières, quand vous êtes en arrêt de travail, vous avez une harmonisation au niveau de la protection.
quand vous allez à la pharmacie, quand vous allez chez le médecin, donc les remboursements de frais de santé sont exactement les mêmes puisque tout le monde est à la CPAM maintenant au niveau des remboursements de frais de santé. Donc le seul sujet aujourd'hui qui différencie la SASU de l'EURL, c'est les caisses de retraite. Et donc en EURL, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous perdez en moyenne 60% de votre revenu, en SASU, 50%. Donc, OK, il y a une petite différence, on gagne un peu plus en SASU. Mais comme tout au long de votre activité, vous avez eu un taux de cotisation sociale beaucoup plus élevé, quel montant de salaire vous vous êtes tiré pendant toutes vos années d'activité? Donc c'est pour ça, c'est pas si binaire que ça. Il faut rentrer un peu aussi dans le détail pour vraiment s'adapter le sujet et se mettre au centre des questions. Donc ça, c'est pour le régime obligatoire. Et ensuite, on a parlé des régimes complémentaires, hein, je vous ai parlé des 2 fondements de la protection sociale, donc le régime obligatoire, le régime complémentaire. Quand vous êtes en SASU, vous êtes sur des contrats collectifs, donc que vous ne pouvez pas vraiment adapter parce qu'ils sont négociés par branche d'activité, par convention collective. Donc, vous allez avoir, le contrat, de prévoyance, qui est, adapté à votre branche d'activité en fonction de votre code NAF et donc de la convention collective qui s'applique. Il y a moyen un petit peu d'ajuster si vous êtes surtout si vous êtes en SASU et que vous êtes seul, bah, on peut ajuster un petit peu parce que du coup, il y a que vous, donc on va pouvoir, chercher un petit peu d'ajustement. Mais c'est beaucoup plus contraint parce que c'est des choses qui sont négociées pour la masse des salariés. Mais qui peut être un point positif quand, on a des soucis de santé et que du coup, on a besoin d'avoir une bonne protection parce qu'on a, voilà, on a eu par le passé des pépins de santé qui sont assez graves et que du coup, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de prévoyance, d'avoir, des contrats qui nous sont, refusés. Donc du coup, le contrat collectif, l'avantage, c'est qu'il va être, obligatoirement, appliqué à la personne. Le URL, quand on est dirigeant, donc gérant de sa société, on va sur des contrats individuels. J'ai mis Madelin entre parenthèses parce que c'est peut-être des termes que vous avez ou que vous allez entendre. Le terme Madelin, c'est un cadre fiscal qui dit que vos contrats complémentaires, finalement, sont déductibles sur votre entreprise. Quand vous payez votre cotisation à la prévoyance, votre cotisation mutuelle, ça va être une charge pour votre entreprise. Et donc ces contrats individuels, là pour le coup, on va avoir pas toujours, mais la plupart du temps, des questionnaires de santé à l'entrée. Donc c'est en ça où je disais, bon, c'est des fois important d'être en SASU pour être sûr d'avoir une couverture. Et il y a des fois, bon, bah, surtout sur l'exemple, des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont jamais eu de pépins de santé, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être jeune pour ne pas avoir eu de pépins de santé. Bah, ça va être des situations hyper intéressantes parce que des contrats qui s'adaptent vraiment sur mesure, qui sont moins coûteux et qui vont du coup qui vont vous amener une très bonne protection sociale parce que vous allez avoir un maintien de revenus à 100%, des frais de santé qui vont être remboursés par votre mutuelle et du coup, il n'y aura plus du tout de différence entre une SASU et une EURL puisque ces contrats complémentaires viennent vraiment vous apporter le vrai complément et la vraie protection complète. Et du coup, en EURL, tiens, je pose une question comme ça, le dirigeant peut avoir un contrat complètement différent de celui de ses salariés, c'est bien ça? Eh bien oui, par nature, parce que du coup, lui aura un contrat individuel, donc un contrat travailleur non salarié, un contrat TNS, Mmh. alors que ses salariés seront obligatoirement sur un contrat collectif. Donc, il n'aura pas la même prévoyance que ses salariés. En SARL, c'est oui, tout à fait. Très bien, très bien. Bah, alors après si vous êtes, si vous faites de la prestation intellectuelle ou de l'informatique, voilà ou des choses comme ça, vous serez à peu près forcément sur Syntec en termes de convention collective. Voilà, moi c'était mon cas quand j'ai créé ma société et du coup c'est vrai que je suis sur le contrat collectif. L'avantage c'est que alors j'ai connu les 2 choses, hein. Quand j'ai créé la société, au début j'avais pas de salariés, donc il y avait pas de contrat collectif. J'étais allée voir pour des contrats individuels avec des questionnaires de santé. On me demandait mes 10 dernières années. La moindre IRM, scanner, n'importe quoi des 10 dernières années, c'est un truc de fou. Et après, quand j'ai eu des salariés et tout, je suis passée automatiquement, enfin, du coup, j'ai pas souscrit, j'avoue. Et quand j'ai eu des salariés, je suis allée, j'ai demandé Syntec et on m'a fait le contrat, aucun questionnaire, rien du tout, je suis couverte et point barre. Ouais, c'était juste parce que j'avais vraiment pas envie de remplir le questionnaire, j'avoue. Après, bah, ça me fait une bonne transition. Enfin, avant, je crois qu'il y a une petite quand Oui, même un petit clin d'œil à un statut qu'on n'a pas beaucoup cité. oui, Donc l'auto-entreprise. En fait, tout ce qu'on vient de dire, bah, s'adapte aussi. Vous allez avoir le droit au même contrat que
les personnes qui sont en EURL. Après, les contrats, tous les assureurs ne se positionnent pas sur les contrats d'auto-entrepreneurs, mais il y en a plein qui se positionnent. La seule différence, c'est que c'est pas déductible. Donc, toutes les cotisations que vous allez payer, donc vos contrats mutuels, vos contrats prévoyance, votre PER, si vous en avez un, votre PER, il passera forcément du coup en perso et vous aurez le levier fiscal à l'impôt sur le revenu. Mais pour la mutuelle et la prévoyance, vous ne pourrez pas déduire ces charges-là de votre chiffre d'affaires puisque vous êtes dans un système où les charges ne sont pas déductibles. Voilà, donc à voir derrière si ça peut changer la donne de votre côté. Si du coup ça rajoute des charges et que du coup ça fait un peu bascule, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais voilà, c'est vraiment aussi un sujet à avoir en tête parce qu'on ne parle pas de est-ce que vous vous déplacez beaucoup pour aller voir vos clients? Est-ce que vous avez des frais de déplacement ou vous achetez du matériel? Là, on parle de votre protection sociale et du coup que ça peut générer du coup soit en le prenant en charge perso, soit en le faisant porter sur l'entreprise qui est souvent un peu plus confortable. Mmh. Et donc du coup, tu nous dis bien que si on est auto-entrepreneur, on a droit à la prévoyance et la Bien sûr. mutuelle et qu'il faut pas s'arrêter, par exemple, à notre assureur, habituel qui nous dit que non, il ne couvrira pas. Il y a des assurances et il y a des dispositifs qui peuvent couvrir et c'est ce que Ah vous mais faites oui. vous justement à Prévy, n'est-ce pas? Voilà, en fait, nous, Prévy, on prend le cas de la personne, donc on fait un premier rendez-vous, où on va, comprendre comment, quelle est l'activité, quelle est la composition du foyer et cetera, pour bien comprendre le besoin et derrière, Mmh. nous, on intervient en tant que courtier. Donc une fois qu'on a bien ciblé les besoins et on pose quelques questions qui peuvent paraître des fois un peu personnelles, mais est-ce que la personne fume? Est-ce qu'elle pratique des sports à risque? Non pas parce que ça va automatiquement faire monter les cotisations, mais parce que des assureurs vont pénaliser les fumeurs et d'autres pas du tout. Certains vont demander, comme tu disais, Anouk, Mmh. plein d'informations si on a eu la moindre broutille niveau santé, d'autres pas du tout. Donc nous, en fait, l'avantage qu'on a, Mmh. c'est qu'on travaille avec toute l'offre du marché. Bon, en réalité, il y en a tellement qu'il y en a quand même voilà, une cinquantaine avec lesquels on travaille régulièrement parce qu'on a des bons retours et parce que c'est des contrats qui sont bons. Parce qu'il faut aussi faire attention à la faible cotisation, hein, parce que derrière, si vous payez pas cher une prévoyance, il faut voir dans quel cas elle s'active aussi. Mmh. Mais donc voilà, nous, on est là pour vraiment cibler le besoin et du coup trouver le contrat adapté. La personne, qui fume et qui a eu un pépin de santé, bon, bah, voilà, il y aura peut-être un peu moins de choix, c'est vrai. Mais on va aller cibler peut-être qu'1 ou 2 assureurs avec lesquels on sait on va pouvoir, faire passer, un contrat. Donc nous, voilà, on intervient, sur ce sujet-là en tant que courtier pour chercher les contrats adaptés et des fois en amont aussi, on intervient sur des sujets d'études d'études de statut, d'études de protection sociale pour vérifier si justement on est sur le bon statut par rapport à sa situation, parce qu'on fait aussi de l'optimisation de rémunération. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez lié, hein, c'est très connexe, la rémunération quand on est freelance, la rémunération, la protection sociale, etc. C'est souvent quelque chose qu'il faut prendre comme un tout parce que c'est très lié. Donc on fait ces études-là pour ensuite regarder, OK, bah, aujourd'hui, vous êtes en SASU ou en EURL, quel serait le gain si on changeait? Le gain sur un revenu net à aujourd'hui, mais aussi le gain sur une retraite future. Parce qu'on ne fait pas que optimiser, son gain, à l'instant T, si c'est pour détériorer sa retraite. Voilà, il faut quand même avoir une stratégie long terme parce que, en moyenne, on vit 25 ans après la retraite, donc c'est statistique. Donc bon, on va quand même chercher à la préparer un minimum. Et oui, cette slide-là, il n'est jamais trop tôt pour y penser parce que, faut aussi se dire qu'une prise de prévoyance, c'est une prise de date. Vous prenez une prévoyance quand vous êtes en bonne santé sans avoir eu de pépins de santé. Vous prenez date chez un assureur. Derrière, votre contrat va perdurer avec lui. Que vous ayez un pépin de santé par la suite, bah, déjà, vous avez souscrit avant, donc vous êtes couvert pendant votre pépin de santé. Donc déjà, très bien. Et ensuite, vous ne serez pas pénalisé parce que vous avez eu un pépin de santé. Vous l'avez pris avant votre contrat. Donc c'est pour ça que voilà, c'est jamais trop tôt pour y penser parce que il vaut mieux prendre date quand on est jeune, de payer. Moi, du coup, j'accompagne là dernièrement une personne qui avait 26 ans. Bon, bah, sa prévoyance, après, j'aime pas forcément donner des prix comme ça parce que ça veut rien dire, ça peut vraiment varier. Mais voilà, elle paye 28 € par mois sa prévoyance. Bon, voilà et OK, elle a 26 ans, on parlait d'accident tout à l'heure, elle est pas plus à l'abri que ou elle est pas plus en risque que quelqu'un de subir un accident. Mais l'avantage, c'est que quand on le prend jeune, on prend de date, ça coûte pas cher, on n'est pas exclu, ça va vite et voilà.
que si on attend d'avoir un pépin de santé pour se réveiller sur la prévoyance, c'est là que c'est Mmh. galère. C'est là que c'est galère. Oui, il y a des franchises, hein, c'est comme toutes les assurances, hein. Si on prend, quand on s'est cassé la jambe, c'est trop tard, ça ne couvrira pas Ça vous cette couvrira jambe-là. pas la jambe. Voilà, Mmh, donc ça arrive assez souvent. On va dire, «OK, bah, on couvre, par contre, on exclut le genou». Bon, bah, voilà. voilà. Ah oui, donc du coup, il y a vraiment des situations, on peut avoir des c'est ce qu'on s'était dit, avant quand on a préparé, c'était déjà qu'il y a plein de gens qui y pensent pas, qu'il est effectivement jamais trop tôt pour y penser, que plein de choses peuvent arriver, mais qu'au final, on peut ajuster le montant aussi qu'on veut investir là-dedans et on peut en plus, on a la chance de pouvoir l'ajuster par rapport à son vrai besoin et sa situation familiale. Exactement, c'est ça et faire augmenter les garanties petit à petit. Au début, vous avez besoin de couvrir un revenu de 18 000, 24 000 € pour commencer. 2-3 ans après, votre activité se développe et votre revenu augmente. Bah, nous, on intervient aussi dans le conseil au quotidien parce qu'après, une fois qu'on a commencé, à travailler avec les dirigeants, du coup, on fait un accompagnement sur la durée. Donc, l'activité, augmente, le chiffre d'affaires augmente, la rémunération qu'on se verse augmente. Bah, c'est très important d'augmenter ses garanties parce que sinon, bah, si on a oublié d'augmenter ses garanties, que finalement on ne se paye plus 18 000 € mais 60 000 €, bah, on sera indemnisé sur la base de 18 000 €, ce Oui. qui est pas tout à Par fait la an, même hein, par an, par an, par oui, an. oui, bien sûr, par an. Donc ouais, 18 000 € par mois, il y en a pas beaucoup, hein, je vous rassure. Donc voilà, c'est vraiment cette phrase-là, c'est vraiment pour vous dire, déjà faites le premier pas. Peut-être que ce webinaire-là, cette vidéo-là vous a permis d'en apprendre un peu plus, Mmh. et ensuite ça peut valoir le coup d'approfondir un peu. Nous, nos rendez-vous sont 100 % gratuits. Au début, c'est vraiment un rendez-vous de type découverte, des Mmh. fois pour aborder certains sujets parce que c'est pas des sujets, qu'on maîtrise. Si vous avez été salarié avant, bah, en fait, on n'est pas aidé quand on est salarié parce qu'on fait tout pour nous. On nous dit, «Signe en bas». OK, je signe en bas, j'ai une prévention, je sais pas ce que c'est, personne m'a expliqué et voilà et du coup, bon, bah, oui, le jour où on monte sa boîte, on se dit: «Ah mince, mais ça, en fait, c'est quoi? Mais j'avais pas ça quand j'étais salarié». Bah si, sauf que Mmh. c'était la charge de l'employeur. Donc c'est Ah, je suis normal allée que regarder, hein, celle que j'avais quand j'étais salariée dans une boîte, j'étais à 200 de mon salaire annuel et c'était un sacré montant quand même, hein, s'il m'arrivait quelque chose et quand j'étais allée voir du coup, voilà, je m'étais pas rendu compte, hein, que j'avais ce niveau de couverture, ouais. mmh mh. Donc oui, souvent je dis aussi le salarié, des fois on oppose le freelance et le salarié, on dit: «Ouais, le freelance il est pas bien protégé alors que le salarié il est bien protégé». En fait, pour un peu, aussi reprendre ce que tu as dit au début Anouk, les Mmh. freelances ont accès au même niveau de protection sociale qu'un salarié. C'est simplement que c'est une démarche à faire que les salariés n'ont pas à faire. Mais Mmh. aujourd'hui, avec, toute l'offre qui existe, les freelances peuvent être aussi bien, voire des fois mieux protégés parce que plus personnalisés, parce que voilà. Donc ils peuvent être mieux protégés qu'un salarié. Donc quand on dit: «Je me lance freelance, je prends des risques, j'aurai plus de protection sociale, si je suis malade, bah, c'est pour ma pomme» et cetera. Non, il y a plein de choses qui existent et il faut aller, se renseigner, surtout exposer son cas particulier. Comme on dit pour les statuts, le statut du voisin n'est pas forcément le bon pour nous et pareil, c'est pas le contrat d'un autre freelance n'est pas forcément ce qu'il vous faut. Mmh. En conclusion, du coup, on arrive au bout de ce webinaire. Vous avez les QR codes ici pour contacter Camille et pouvoir avoir, une étude, personnalisée. En tout cas, que je vous disais, ça me tient à cœur parce que c'est important de vous protéger, vous et vos familles. On ne sait jamais ce qui va arriver et croyez-moi, mon mari, par exemple, il a une société depuis 11 ans. Il a fait jouer plusieurs fois la prévoyance. Voilà, un biceps, un mollet, voilà, c'est vite arrivé et il est plus tout jeune non plus, donc ça va pas dans s'arrangeant. Non, non, c'est vrai. Camille, tu veux rajouter le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est vrai que la phrase d'avant, je la trouvais plutôt, percutante. Voilà, il n'est jamais trop tôt et surtout informez-vous. En fait, vous prenez pas de risque, juste à fouiller un petit peu, et voilà, à étayer ces sujets-là pour être sûr de ce que vous avez et aussi, de ne pas opposer, les choses, quoi. C'est sûr, voilà, comme on l'a dit, salarié, freelance, finalement, on a accès aux mêmes choses. Voilà, Voilà. tout peut se compléter et le tout, c'est d'avoir, une stratégie.
Ouais, et vous bloquez pas là-dessus pour vous lancer. J'ai eu un freelance qui avait, ouais, je crois que 55 ans et il me disait, il était vraiment, par rapport à ce qu'il avait fait, c'était hyper intéressant qu'il se lance freelance par rapport à l'expertise qu'il avait, qui allait intéresser pas mal d'entreprises, c'était clair. Et il hésitait notamment par rapport à sa famille, sa protection, ses enfants qui étaient étudiants, sa femme qui travaille pas et cetera. Et je l'ai envoyé voir, voilà, différents professionnels pour qu'il se rende compte que non, il avait droit à plein de choses et qu'il fallait pas opposer les choses et qu'il fallait se renseigner avant de prendre peur d'abord. Oui, c'est vrai. Faire Voilà, c'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous. La vidéo sera bientôt sur le webinaire et on a un dernier sujet de webinaire avant l'été sur justement SASU versus EURL. Encore une fois, basé sur des questions et des cas précis. Et je vous dis à bientôt. Profitez bien. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci Camille, merci infiniment.